laïque, on éclectique, on dynamique l'unique. On construit, on agit au monde, en harmonie. En liberté, fraternité, égalité. Bonjour François Perret. Bonjour Claude Tran. Merci tout d'abord d'avoir accepté cet entretien destiné aux congressistes de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques réunis au Touquet. Vous êtes président de la Mission laïque française. Pouvez-vous nous dire tout d'abord ce qu'est cette institution ? D'abord, je voudrais saluer les congressistes réunis au Touquet, leur dire tout le regret que j'ai de ne pouvoir être présent moi-même sur place avec eux, mais en même temps les remercier de l'intérêt qu'ils manifestent à l'égard de notre association. Alors qu'ils connaissent, je le sais, pour la plupart d'entre eux. Je vais répondre à votre question, qui est une question très large, en essayant de centrer sur l'essentiel. Bon, vous savez, la Mission laïque française est née en 1902. Nous venons de fêter au dernier congrès les 120 ans de cette maison, de cette institution. Elle a évidemment beaucoup évolué dans le temps. Pour vous dire ce qu'elle représente aujourd'hui, avec quelques chiffres, la Mission laïque française, ce sont 106 établissements à programme français. À l'intérieur de ces 106 établissements à programme français, 33 établissements appartiennent en propre à la Mission laïque française, les autres étant des établissements privés partenaires. À côté des établissements à programme français, il y a les actions de coopération éducative et il y a aussi, vous le savez, depuis longtemps, des écoles d'entreprise, 15 écoles d'entreprise, qui est un chiffre en régression depuis quelques années. Je pourrais m'en expliquer si vous le souhaitez. Nous sommes présents dans 37 pays et ça représente à peu près 61 500 élèves. Voilà pour les chiffres. Bon. Oui, vous venez de fêter les 120 ans de la Mission laïque française, vous l'avez dit, je crois que c'était à Rabat. C'était à Rabat. Comment cette institution envisage de se projeter dans ce que vous appelez le monde d'après ? Oui, c'était le titre de notre congrès de Rabat. En effet, nous voulions commémorer les 120 ans de la mission, de même que ça se passait au Maroc, de même que les 25 ans de l'Ozui au Maroc, l'Ozui étant le nom que prend la Mission laïque française au Royaume du Maroc. Mais ça n'était pas simplement pour nous une volonté de commémorer, de nous souvenir, hein, mais c'était surtout, et le titre le dit bien, le monde d'après, c'était surtout l'expression de notre volonté de nous projeter effectivement dans l'avenir. Alors pourquoi le monde d'après ? D'abord parce que c'est évidemment après la pandémie, même si nous en souffrons encore, et certains de nos établissements sont encore affectés, mais enfin ce que nous voulons, c'est tirer vraiment toutes les leçons de cette pandémie, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Je prends un exemple, est-ce que, parce que nous avons su développer l'enseignement à distance, parce que nous avons su faire école autrement, sans doute sous la contrainte, bien sûr, mais est-ce que nous serons capables de capitaliser tout cet acquis pédagogique quand la pandémie aura disparu, si elle disparaît, sachant que notre intime conviction, largement partagée d'ailleurs, c'est qu'on ne reviendra pas au statu quo ante d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que par exemple nous saurons vraiment capitaliser cet acquis d'un enseignement essentiellement hybride, fondé sur les bons outils numériques, avec des professeurs formés et adaptés pour les exploiter au mieux? Ça, c'est une des questions. Mais après, c'est aussi les perspectives tracées par le président de la République, vous savez, qui a donné comme objectif que les effectifs de l'enseignement français à l'étranger soient multipliés par 2 d'ici 2030. Et il s'est exprimé à ce sujet en 2018, et donc nous pouvons déjà mesurer les conséquences de cet accroissement réel de l'enseignement français à l'étranger, avec tous les effets à la fois positifs et parfois plus négatifs sur lesquels, enfin en tout cas, nous devons tirer les leçons de ces effets-là. Je fais allusion par exemple au fait que dans certains pays, et le Maroc est un très bon exemple, l'accroissement des effectifs et du nombre des établissements homologués crée une concurrence interne
qui peut avoir, si on y prend garde, si ça n'est pas régulé par l'État en particulier, qui peut avoir des effets délétères, et pas simplement pour nous. Et puis, il y a plus généralement la concurrence internationale dans le domaine de l'enseignement scolaire, parce que, alors que dans l'enseignement supérieur, on sait qu'il y a depuis longtemps un marché international de l'enseignement supérieur, mais il y a de plus en plus, et c'est plus récent, un marché international de l'enseignement scolaire, avec la création, le déploiement tous azimuts d'écoles internationales, la plupart du temps de culture anglo-saxonne. Et donc notre interrogation est de savoir quelle place nous prenons dans cet ensemble, quel peut être notre apport singulier, distinctif, quelles valeurs nous voulons défendre dans une concurrence qui est effectivement de plus en plus féroce, il faut bien le dire. Il faut se battre. Et c'est pourquoi ce congrès aussi avait le projet de définir un peu les moyens de ce combat, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Et notre nouveau directeur général, Jean-Marc Mériot, s'attelle justement à repenser, sans doute en partie, tout le management de cette maison dans sa dimension proprement organisationnelle. Bon. Voilà quelques-uns des défis. Mais si je veux aller un peu plus loin, je dirais que c'est un moment aussi pour la MLF où, même si son cœur de métier demeure l'enseignement français à l'étranger, ses activités en réalité se diversifient de plus en plus. Et fidèle en cela à la tradition et à la culture d'origine de cette maison, nous sommes engagés davantage encore dans des opérations de coopération éducative avec des partenaires étrangers, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou bien d'institutions privées, si vous le souhaitez, je pourrais préciser. Et ces activités-là sont en train de se développer, et comme je le disais à l'instant, c'est vraiment conforme à l'histoire et au legs de l'histoire de la MLF, qui a toujours conçu son métier non pas comme une projection, si vous voulez, de l'enseignement français autrefois dans les colonies, mais comme une action de coopération avec les pays qui l'accueillaient, les régions qui l'accueillaient, et au fond, une prise en compte profonde et sincère de la réalité des populations qui étaient confiées dont les enfants étaient confiés à la mission laïque française. La mission laïque française a toujours été sur cette ligne de crête entre l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire la vocation de promouvoir la culture, la langue et l'éducation française, mais en même temps par une profonde et intime compréhension des cultures et des langues des pays qui nous accueillent, au fond, des formes de coopération éducative. On est sur cette ligne de crête, et je dois dire, je le dis souvent, cette leçon de l'histoire, c'est une leçon pour nous très précieuse pour l'avenir. Bon, on évoquera peut-être tout à l'heure toutes les questions liées à la formation des personnels, parce que c'est un des champs dans lequel nous avons vraiment investi, et qui explique aussi pourquoi une partie de nos activités se déploie d'une façon différente, je n'expliquerai que dans le passé. Alors, chaque année, la mission laïque française rassemble sur une question contemporaine d'éducation les personnels d'encadrement, des enseignants, des parents, des élèves, de son réseau. Alors, je vous propose, alors on va peut-être faire un petit peu d'histoire, de nous dire au travers de 3 thèmes développés ces dernières années, les valeurs que vous portez pour cette école du monde d'après. Je prendrai un des premiers thèmes, la pédagogie laïque pour un monde pluriculturel, c'est un petit peu votre spécialité. Oui, c'était le thème d'un précédent congrès. Vous disiez que nous nous réunissons tous les ans, mais hélas, on ne s'est pas réunis depuis 3 ans. Et d'où la joie, je dois le dire, de tous les participants au congrès de Rabat de se retrouver 3 ans après. Ça a été manifeste et un motif de très très grande satisfaction pour nous. Oui, puisque vous m'interrogez là-dessus, c'est vrai que la laïcité est au cœur du projet éducatif de la mission laïque française. Alors comment faut-il l'entendre ? Voilà. Il faut l'entendre d'abord comme un respect de la liberté de conscience. Bon. Il faut l'entendre évidemment comme la construction d'un espace, de lieux susceptibles d'accueillir des enfants de conditions, d'origine, de croyances, de religion
différentes, qui vivent dans un même espace et dans un même temps. Et c'est ce que nous avons historiquement réussi dans de nombreux pays. Je pense en particulier ici à un pays qui souffre, je pense au Liban en particulier, mais dans bien d'autres pays aussi. Mais nous l'avons toujours voulu, là aussi, fidèle en cela au fondateur Pierre Deschamps, nous l'avons voulu comme le lieu d'une pédagogie laïque. Qu'est-ce que ça veut dire une pédagogie laïque ? Ça veut dire une pédagogie fondée d'abord sur la raison, fondée sur la recherche de la vérité, plus exactement le chemin qui mène à la vérité plutôt que la vérité révélée, si je puis dire, sur l'esprit critique, sur le jugement personnel, sur le doute fréquent et fécond, j'espère, sur la pratique de l'argumentation, le goût du débat. Dans l'article 3 des statuts primitifs de la mission laïque française, il était dit que dans les écoles de la MLF, l'enseignement devait être scientifique et rationnel. Alors on ne le dit plus dans les statuts d'aujourd'hui, peut-être que c'est regrettable, mais vous voyez à quel point ce message est d'une actualité absolument brûlante. Hein. Les infox nous environnent. Les infox nous environnent, la manipulation de l'information, la remise en cause tragique des vérités scientifiques, le primat de l'émotion et de l'immédiateté. Et je crois que ce message-là, en tout cas nous voulons toujours le porter, ça ne veut pas dire qu'il soit exclusif, hein, mais ce message-là, il est vraiment au cœur de la pédagogie de notre maison, véritablement. Par ailleurs, la MLF, et c'est sa vocation même, elle porte les valeurs de l'école française, de l'école de la République française. Ça reste profondément ancré dans la culture pédagogique de notre maison, et je ne crois pas du tout que ce soit démodé. Au contraire, je crois que cette culture-là est plus d'actualité que jamais. Je dois dire que la laïcité, y compris au sens pratique du terme, elle est profondément respectée dans nos établissements, y compris dans des pays où le mot laïcité n'a pas le même sens qu'en France, où on n'en a pas du tout. Hein. Mais je peux vous dire qu'il est rarissime que remontent jusqu'au siège ici des vrais problèmes de laïcité, ou disons des comportements anti-laïques. C'est dire à quel point, au fond, même dans des pays à la culture et à l'histoire tellement différentes des nôtres, il y a de la part des autorités, on est invité, hein, tout simplement, il y a quand même la reconnaissance d'un modèle français d'éducation qui, aux yeux de beaucoup, continue de valoir. Alors vous avez abordé très rapidement, mais quand même, on le sent bien, la problématique du numérique. Un de vos projets essentiels, c'est de le mettre au service de l'inclusion. Est-ce possible ? Et cela ne passe-t-il pas justement dans une formation de l'ensemble des enseignants, et quelle que soit l'origine de formation d'ailleurs de ces mêmes enseignants? C'est vrai. Alors, vous avez raison de signaler cela, d'abord parce que c'était un thème d'un précédent congrès pour suivre le fil de la conversation, mais en même temps parce que très tôt, la mission laïque française s'est engagée, je dois dire, avec à la fois détermination et lucidité, s'est engagée dans l'outil des usages numériques et dans la formation des maîtres et des professeurs en ce sens. Ça nous a permis de traverser quand même mieux que d'autres toute la période Covid. Il y avait des pays, je pense à l'Arabie Saoudite par exemple, où les enfants n'ont jamais pu aller à l'école pendant 2 ans, 2 années entières. Eh bien, ils ont eu école malgré tout et autrement. Oui, et on a là-dessus, et c'est important, déployé, en particulier depuis 2015-2016, tout un système de formation fondé évidemment d'abord sur l'utilisation du numérique, visant entre autres à former les enseignants à l'utilisation même du numérique. Et puis, ce que je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup d'établissements
hors MLF viennent vers nous aujourd'hui pour bénéficier, parce qu'ils l'ont apprécié, de ces formations. On n'appelle pas ça d'ailleurs de la formation continue, chez nous on appelle ça le développement professionnel, parce qu'on veut l'inscrire dans la durée, et pas simplement, c'est pas comme on ne dit pas en francophonie, c'est pas one shot. Voilà. Alors justement, parlons de francophonie, ce d'autant plus que c'est un des thèmes du congrès de la MOPA. Vous en avez beaucoup parlé, il me semble, à Rabat, pour fêter les 120 ans de la mission laïque française. Comment la place de la langue française, de la culture française, peut-elle être mise au service de la francophonie? Et ce mot francophonie est-il encore d'actualité? Écoutez, alors là vous parlez à quelqu'un dont c'est le sujet de préoccupation depuis qu'il a 20 ans. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Tout à fait. Alors ce sujet est un sujet à multiples facettes et je ne vais pas les aborder toutes naturellement. Quand on se bat pour le français, on se bat pour le plurilinguisme dans le monde d'aujourd'hui, à l'évidence. Si vous lisez les statuts actuels de la mission laïque française, vous voyez que l'objet de la mission laïque française, c'est la promotion de la langue et de la culture française par l'éducation. L'éducation n'est que le moyen. L'objectif, c'est la langue française, la promotion, la valorisation de la langue et de la culture française. C'est vous dire que nous sommes pleinement habités par cette préoccupation. Bon, de toute manière, l'homologation donnée par le ministère de l'Éducation nationale implique le respect du français comme langue d'enseignement, au moins très majoritaire. Vous savez quelle est la devise de la mission laïque française? 2 cultures, 3 langues. Depuis toujours. 2 cultures, la française et la culture du pays d'accueil. 3 langues, l'anglais, le français et la langue du pays d'accueil. Ceci pour dire que très tôt, nous avons pris la mesure, si vous voulez, des enjeux, plutôt que d'autres, des enjeux liés à l'apprentissage des langues et en langue, et à l'articulation de ces apprentissages entre eux. Et parmi les priorités que nous nous sommes données à nouveau à l'occasion de ce congrès de Rabat, il y a la volonté de reprendre profondément la réflexion sur cet enseignement plurilingue. Alors évidemment, la francophonie, ça n'est pas uniquement la langue française, nous le savons bien, ce sont les langues de France, toutes les langues de France, et nous faisons une part importante aux langues des pays francophones et à la culture des pays francophones, surtout évidemment dans les pays où nous sommes. Je pense ici, je pense au Maghreb, je pense au Liban, je pense à l'Afrique subsaharienne où nous sommes très, très fortement présents. Mais, comment dirais-je, nous ne sommes pas dans des positions d'arrière-garde, même si à titre personnel, je regrette souvent que les élites françaises considèrent ce combat ou cette lutte pour la langue française comme ringarde, dépassée. Je crois que c'est un tort, et je crois qu'il y a une responsabilité lourde des élites françaises et des élites politiques en particulier. Mais nous nous battons là-dessus, et nous nous battons en particulier pour faire que le français ne soit pas simplement une langue d'enseignement. Voilà. Lorsque vous allez dans des établissements réputés français, on parle français dans la classe. Dès qu'on franchit la porte de la classe, dans le couloir de la cour de récréation, on parle ici américain, là arabe, etc. Et là, pour moi, je ne peux pas dire que ce soit le signe d'un échec, mais il y a une forme d'incomplétude quand même si on n'arrive pas à faire en sorte que le français, pour des jeunes étrangers, soit une langue adoptive, finalement, et pas simplement une langue savante à l'intérieur de la classe, pas simplement la langue de l'enseignement. Quand on se bat pour le français, on se bat pour toutes les langues, de ce point de vue-là. Et c'est important de le rappeler, on se bat pas pour la suprématie du français, ça n'aurait strictement aucun sens. Bon. Alors justement, ce thème de la francophonie est au cœur de la réflexion engagée par la MOPA, je vous l'ai dit, depuis le dernier congrès d'Avignon.
Est-ce que vous auriez un message à adresser à nos congressistes? Tous ceux qui portent avec fierté les palmes académiques sont des ambassadeurs par nature de la langue française. Et à cet égard, je veux dire à quel point il m'est arrivé de remettre, bien sûr, des palmes académiques, et à quel point c'est chaque fois, notamment pour les étrangers que nous honorons, c'est une joie profonde, c'est une reconnaissance de la France. J'ai toujours été frappé par cela. Peut-être que ça a encore plus de valeur pour eux que pour certains serviteurs du ministère de l'Éducation nationale. Bon, je n'ai pas de message à leur donner, sauf à dire que, évidemment, c'est le combat ça doit être le combat de toute une vie, je le crois très profondément. Mais ce combat, il passe d'abord par la base, c'est-à-dire par l'apprentissage de la langue à l'école primaire, par le recul critique sur ce qu'est la langue française par rapport à d'autres langues, comment ça fonctionne. Non, je crois que ça doit être le combat numéro 1 de l'éducation nationale et de maisons comme la nôtre, bien sûr. Numéro 1. Il n'y en a pas d'autres aussi importants. Merci beaucoup, François Perret. Merci Claude Tran et bon congrès à tous les congressistes du Touquet.